très fort que nous sommes faits du monde, de sa diversité et de sa pluralité. Frantz Fanon, l'auteur des damnés de la Terre, disait « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché ». Le même disait que lui, l'homme de couleur, ne voulait plus que l'homme asservisse l'homme. Qu'au contraire, il voulait pouvoir découvrir et vouloir l'homme où qu'il se trouve. C'est de cet universel, de cet universalisme, de cet universalisable dont nous allons parler avec le grand philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Et si il revenait aux damnés de la Terre, justement, de sauver cet universel que l'Europe et sa projection politique, les États-Unis d'Amérique, l'Occident, ne cessent de se croire propriétaires tout en le reniant, tout en le piétinant. Bienvenue à l'échappée, Souleymane Bachir Diagne. Merci beaucoup de m'accueillir. On va revenir sur votre itinéraire. Vous êtes philosophe, sénégalais, professeur à l'université Columbia à New York. Mais d'abord, je voudrais expliquer pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici à la Cité de l'immigration à Paris, dont la nouvelle exposition permanente est formidable. On devrait y enfermer tous les politiques xénophobes du monde entier pendant une semaine. Et pourquoi ici? Parce que nous sommes faits du monde, tissés du monde. Il n'y a d'universel que dans la pluralité. Nous allons en parler, c'est le cœur de votre œuvre. Et nous sommes dans un moment particulier. Nous avons aux États-Unis, où vous résidez, un président qui a été élu, qui sera en poste le 20 janvier. Première mesure de son programme, mettre fin à l'invasion de migrants. Deuxième mesure de son programme, mener la plus grande opération de déportation de l'histoire américaine. Et nous sommes ici en France, où nous avons, en écho à ce Donald Trump, notre Trumpisme français, nous avons un ministre de l'Intérieur qui dit « l'immigration n'est pas une chance ». Alors, je voudrais, pour celles et ceux, notamment les plus jeunes qui nous regardent, rappeler quelque chose que l'on voit dans cette exposition. Nous sommes issus de la France libre. Nous sommes issus de cette résistance au fascisme, au nazisme, aux ombres qui menacent. Dans la France libre, statistique de 1943, que vous connaissez sans doute, 66% dans ces troupes du général de Gaulle, de quoi? De soldats coloniaux. On y ajoute 16% de légionnaires, qui sont pour la plupart étrangers. Si vous comptez la résistance intérieure, qui était composée aussi de beaucoup d'étrangers, c'est le monde qui nous a sauvés, pendant que les élites françaises collaboraient. Alors ça nous amène à vous, puisque dans ces soldats coloniaux, certains venaient de là où vous êtes né, à Saint-Louis, au Sénégal. Vous êtes un enfant de Saint-Louis. Expliquez-nous ça. Alors déjà, enfant de Saint-Louis, c'est l'expression consacrée pour les Saint-Louisiens. C'est la seule ville dont on dise que les habitants sont des enfants de cette ville. On ne dit pas enfant de Dakar ou enfant de Ziguinchor, on pourrait, mais ce n'est pas le cas. Et enfant de Saint-Louis, c'est vraiment parler d'une ville qui est très particulière dans son histoire et dans sa composition. C'est une ville métisse. L'anthropologue Dawson a parlé de cette ville comme d'une ville palimpseste, où beaucoup de couches de population se sont superposées, et non pas seulement superposées, mais mélangées. Donc, quand je dis, par exemple, Valentin, c'est un nom tout à fait saint-louisien. Mais si je dis également Benjeloun ou Benani, c'est un nom tout à fait saint-louisien. Français à l'origine, marocain à l'origine, et saint-louisien. Et donc, Saint-Louis est cette matrice qui fabrique du multiple, du pluriel, de l'homogène par la culture, mais également à partir du pluriel. Et ça, c'est important. En plus, les habitants de Saint-Louis, une ville qui est née tout de suite, immédiatement métisse, parce qu'elle est née à la fois française, comme un comptoir, et africaine, comme un village qui était à côté du comptoir français. Eh bien, ces habitants étaient français, n'étaient pas des sujets de la France coloniale, mais des citoyens de la France coloniale. Ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai un arrière-grand-père qui est parti, pas tirailleur, mais recruté dans l'armée régulière française, combattant, et qui est resté à Salonique. Dans la Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale. Oui. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, oui, vous venez de le rappeler,
les troupes africaines, les troupes des tirailleurs, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas tous sénégalais, qui étaient aussi bien maliens, voltaïques, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, la Haute-Volta est devenue le Burkina Faso, mais ça allait jusque-là. Donc, tous ces soldats de l'Ouest africain qui ont participé à la guerre, et il faut rappeler d'ailleurs que quand le général de Gaulle organise la conférence de Brazzaville, c'est parce que Brazzaville a été le point de départ. Le Brazzaville, dont le gouverneur Félix Éboué a été tout de suite dans la résistance, à la différence des autres gouverneurs installés ailleurs, par exemple au Sénégal, était donc le lieu naturel pour le général de Gaulle pour commencer la contre-offensive. Cette remontée par le sud qui a libéré la France en commençant par le sud. Le monde nous a sauvés et votre point de départ, cette ville qui porte le nom d'un roi français, oui. de droit divin presque, pourrait-on dire, cette ville, on y reviendra, car vous êtes un philosophe, comme on dit, musulman. Vous expliquez dans un de vos livres comment philosopher en islam. On y reviendra aussi. C'est une ville particulière, y compris dans son métissage, jusqu'au fait que la mosquée porte une cloche. Mais voilà. Nous avons une mosquée à Saint-Louis, dans l'île Saint-Louis, où il y a le minaret, porte une cloche. Et symboliquement, c'est très fort. Ça dit véritablement l'identité de cette ville qui est métisse dans sa composition démographique, ethnique, dirions-nous aujourd'hui, et puis également métisse dans les religions qui se sont rencontrées là. Avant de déplier tout cela, quand même, j'ai dit pourquoi nous sommes ici. Comment vous ressentez au plus fort de vous-même, homme de plusieurs mondes, l'Afrique, la France, l'Europe, et évidemment le continent américain maintenant. Et comment vous ressentez ce n'est pas simplement des discours xénophobes, le racisme est là, en action, le racisme d'État. Écoutez, je comprends que la grande question de notre temps soit la question des migrations. Nous sommes à une époque de migration. J'imagine que les historiens du futur qui regarderont notre période en parleront comme d'une période de grande migration due à des tas de facteurs. Les guerres sont un facteur très important, la raison pour laquelle il y a eu une migration syrienne importante ces années passées, c'est évidemment tout ce qui se passait au Moyen-Orient. Il y a le facteur climatique, tout cela se combine pour créer une époque où les humains, beaucoup d'humains, effectivement, quittent leur maison. C'est un droit. Ils ont le droit de chercher à vivre mieux, et à échapper au malheur. En sécurité, à échapper au malheur et à assurer à leur famille une vie meilleure. Et mettre cela en regard de toutes ces réactions, au sens fort de la réaction contre les migrants, que l'on charge de tous les péchés du monde. On gagne des élections aujourd'hui par la promesse de ce que l'on va faire aux migrants. Au point de parler de déportation. Au point de parler de déportation. Alors, en utilisant des mots qu'on croyait consacrés à d'autres périodes, eh bien, ces mots-là nous reviennent et ce n'est probablement pas un hasard si nous recyclons tant de mots qui ont connu une bonne fortune dans les années 30. On veut déporter et ça devient un programme politique, les migrants. Mettons cela en regard d'un titre d'un auteur que vous et moi aimons beaucoup, qui est Patrick Chamoiseau, Frère migrant. Le migrant n'est plus un frère. Il est devenu le diable en personne. Dans ses discours politiques. Dans ses discours politiques, et aussi bien de l'autre côté de l'Atlantique que de ce côté-ci de l'Atlantique, on trouve en effet des partis dont le seul programme, au bout du compte, si on y réfléchit, est celui-là, qui voit tout sous l'angle de la migration, alors que si on regarde les chiffres, si on analyse les choses scientifiquement, on a un tout autre visage que celui qu'il nous présente du danger que représenterait la submersion des vagues de migration. Alors on va chercher ce chemin de fraternité ensemble et d'abord déplier votre parcours. J'ai rappelé en introduction de présentation de cette émission cette phrase de Frantz Fanon: il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Ça correspond bien à votre itinéraire. D'ailleurs, vous reprenez à Victor Hugo une phrase: mon nom est Légion. Alors, né à Saint-Louis,
grandi à Ziguinchor. Saint-Louis est au nord, Ziguinchor est tout au sud, c'est la Casamance, les études à Dakar, Paris, l'école normale supérieure, l'agrégation de philosophie, 20 ans d'université ensuite chez Anta Diop à Dakar, puis ensuite l'université Northwest Town à la banlieue de Chicago. À Chicago. Et puis, depuis maintenant 2008, vous êtes à Columbia, où vous avez dirigé ces dernières années, jusqu'à cette année, le département, l'Institut of African Studies de cette université. Quel est, en quelques mots, au fond, vous l'avez raconté hein, dans des livres qui sont Ubuntu tout récemment, ou Le fagot de ma mémoire, quel est le fil conducteur de ce chemin de vie? Écoutez, alors, le fil conducteur, on le reconstitue toujours a posteriori, parce que j'ai le sentiment d'avoir suivi les événements, d'avoir au fond été conduit plus que je n'ai moi-même conduit ce chemin qui a été le mien, plus que je ne l'ai tracé. Et puis, quand je regarde, je me rends compte qu'en effet, il y a là un fil conducteur qui est, d'une certaine façon, la continuation de cette culture cosmopolite et cette culture ouverte, cette culture des identités multiples qui me vient à la fois de ma ville de Saint-Louis et de la manière dont cette culture de la ville de Saint-Louis m'a été transmise par l'éducation de mes parents. J'ai eu des parents mobiles, fonctionnaires qui ont suivi des affectations différentes, et c'est le destin qui a été également le mien. La poursuite du savoir, c'est une expression un petit peu grandiose, grandiloquente peut-être, mais au fond, c'est tout ce qui m'a toujours conduit. Je suis venu en France parce que je voulais faire les études les meilleures possibles, aller en classe préparatoire. J'ai eu la chance d'entrer à l'école normale par la suite. J'ai quand même voulu, à ce moment-là, non pas rester en France, mais rentrer chez moi. Je me disais qu'un normalien agrégé de plus, en France, ça ne faisait pas une grande différence. Chez moi, au Sénégal, ça pouvait faire une différence. Il y avait des choses que je voulais créer à l'université de Dakar. Vous avez rappelé que j'ai enseigné à l'université de Dakar pendant 20 ans. Si je n'avais pas fait 2 fois 10 ans, je ne serais jamais parti. Et la raison pour laquelle je dis au lieu de 20 ans, 2 fois 10 ans, c'est que quand on partait du Sénégal avec une bourse pour faire ses études supérieures, on signait un document qui s'appelait engagement décennal. On s'engageait à travailler ensuite pour son pays pendant 10 ans. Rendre sa dette quelque part. Rendre sa dette quelque part. Et au bout de 20 ans, j'ai pu penser que je pouvais désormais continuer à servir au fond le Sénégal et servir la philosophie sénégalaise dans des conditions où mon travail serait facilité. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai trouvé des conditions fantastiques pour avancer dans ce travail. Cette poursuite qui avait toujours été la mienne d'une carrière de réflexion philosophique sur des questions qui me semblaient les questions importantes. Alors, c'est voir comment cette œuvre parle à tout le monde et au monde entier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comme une sorte de retour à l'envoyeur, pourrait-on dire, et c'est ce qu'on fait ici, dans un lieu qui est une butte témoin du colonialisme, de l'exposition coloniale des années 30. Vous dites à un moment dans vos livres autobiographiques comment vous avez au fond conquis quelque part les universités américaines, le CODESRIA, c'est-à-dire un collectif un centre de recherche, de développement des sciences humaines en Afrique et africaine. Oui. Et la plupart des protagonistes de cette histoire se sont dispersés dans les universités internationales. Le CODESRIA est une réussite fantastique. Alors, cet acronyme qui est devenu un nom signifie le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, l'acronyme anglais plutôt. Oui. Et le CODESRIA est cette organisation panafricaine créée par des intellectuels qui se sont retrouvés au Sénégal la plupart du temps exilés, parce que persécutés dans leur propre pays où il n'y avait pas de démocratie. Alors ça est la création de Samir Amin, économiste bien connu, penseur du tiers-monde, de la dette, de tout ce qui anticipait les altermondialistes, pourrait-on dire. Exactement. Et donc, il crée le CODESRIA et beaucoup d'intellectuels africains qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Par exemple, celui qui a été secrétaire exécutif pendant longtemps, magnifique économiste, Tandika Kandawire, qui venait du Malawi. Et le Sénégal, et c'est tout à l'honneur du président Senghor,
leur a offert l'asile et leur a permis de s'installer en leur donnant statut diplomatique. Senghor, évidemment, connaissait l'opposition de beaucoup d'intellectuels de gauche à son égard, mais il avait un respect pour la chose intellectuelle, pour les intellectuels de manière générale. Il a tenu à donner au Codesria ce statut qui a fait que le Codesria a été un lieu de rayonnement et une réussite panafricaine absolument extraordinaire, réunissant pratiquement tous les intellectuels africains, du Cap jusqu'au Caire, et étant ce laboratoire d'idées. Et en effet, quand j'ai commencé à enseigner à Columbia, nous nous sommes retrouvés 4 anciens du Codesria, là. Mahmoud Mamdani, intellectuel ougandais, Mamadou Diouf, mon compatriote et ami historien, Ousmane Khan, un autre Sénégalais également, professeur de sciences politiques, et puis moi-même. Nous étions la plus grande concentration de professeurs venus du Sénégal hors des universités sénégalaises à Columbia à un moment donné. Vous écoutant, comment ne pas penser à une certaine forme d'ingratitude de la France? Vous êtes venu dans les années 70, le bouillonnement des années 70, qui est aussi un bouillonnement de lutte, avant toute la contre-offensive qui est encore plus forte aujourd'hui. Et dans ces années-là, vous êtes à l'École normale supérieure, vous avez comme professeur Louis Althusser, Jacques Derrida, un grand spinoziste, Bernard Potra. Voilà, vous êtes dans ce mouvement-là. Et aujourd'hui, cette France qui accueille au compte-gouttes les étudiants qui parlent la même langue, français, qui ont un lien historique, qui se gargarisent de la francophonie, ce n'est pas cette France qui accueille. Et vous êtes aux États-Unis. Oui, écoutez, j'ai participé il y a juste quelques 2 semaines, 3 semaines peut-être, au Festival de la francophonie. C'était le sommet de la francophonie il y a quelques semaines en France, et le Festival de la francophonie où nous avons célébré le fait que nous avons la même langue en partage et que ceci devrait nous réunir. Et alors, il faut penser à l'idée d'une science en langue française, une circulation de tous les chercheurs, de tous ceux qui font de la francophonie, l'espace d'une littérature riche, d'une recherche importante également. Et cela suppose en effet la possibilité de voyager librement dans cet espace-là et de ne pas se heurter à toutes ces frontières qui ont été hérissées. Vous êtes diplomatique là, vous l'avez dit un peu franchement aux autorités politiques françaises. Écoutez, les autorités politiques françaises et même au plus haut niveau me font l'amitié de m'écouter sur un certain nombre de sujets. En effet, vous fâché avec elles, c'est ça. Et puis dans les conversations que nous avons, ces autorités reconnaissent qu'en effet, il y a là une difficulté majeure et une tension entre vouloir un espace francophone véritable et avoir M. Retailleau, ministère de l'Intérieur, c'est moi qui le dis. Voilà, bon, il n'était pas encore ministre de l'Intérieur au moment où je suis venu pour la francophonie. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu inquiétant et d'assez ahurissant même parfois quand on entend un discours comme celui que Monsieur le ministre peut prononcer. Alors, on va venir au fond, ce qui est au cœur de votre œuvre et que résume ce livre-ci, qui vient de sortir chez Albin Michel, Universalisé, et qu'on peut compléter par ces lectures où vous retracez votre itinéraire avec une collègue, la Françoise Blum, c'est formidable, qui elle-même est spécialiste des combats sur l'Afrique, des révolutions africaines, et qui est une condisciple d'ailleurs, vous étiez ensemble voilà, Ubuntu. On va revenir sur ce mot Ubuntu, et je l'ai dit tout à l'heure, le fagot de ma mémoire. Universalisé. Et d'ailleurs, vous allez développer ça dans des conférences au musée du Louvre. Vous avez une chaire où vous allez parler au fond de qu'est-ce que c'est que les universels, les universels. Alors, expliquez, au fond, ce que vous défendez, c'est cette idée que, contrairement à ce que prétend l'Occident, l'Europe, il n'y a pas un universel dont l'Occident, l'Europe seraient propriétaires. Il n'y a, pour le dire très simplement, que de l'universalisable,
que ce que nous allons échanger en créant de l'universel par notre échange, ce que vous appelez, et c'est un penseur trop oublié, le philosophe Maurice Merleau-Ponty, l'universel latéral. Mais oui, quand je suis tombé sur cette expression universelle latérale de Maurice Merleau-Ponty, j'ai eu le sentiment d'avoir rencontré le concept à la recherche duquel j'avais été. Parce que il y a évidemment l'exigence, on va dire décoloniale, pour utiliser un mot qui fâche, l'exigence décoloniale de lutter contre une forme d'exceptionnalisme européen qui consiste à penser que l'Europe est tout naturellement la province du monde qui a reçu l'universel de droit naturel, si je puis dire, et qui a, avec cet universel, reçu la mission d'éduquer le reste du monde à l'universel. De le dominer, de le piller, voilà. S'il le faut. Cet universalisme-là, évidemment, est un universalisme impérial. En revanche, est-ce qu'il s'agit de tomber dans le relativisme et de faire du monde une juxtaposition de particularisme et d'identité qui ne communiquent pas non plus? Eh bien, l'universel latéral, l'idée que des cultures côte à côte, sur un même plan d'immanence, par conséquent, il n'y a pas cette dimension de verticalité ou de centralité d'une province particulière du monde, doivent conspirer ensemble, être ensemble pour fabriquer de l'universel, constituer de l'universel, élaborer ensemble une politique d'humanité dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'être une seule et même humanité, cette humanité dont Jaurès pensait qu'elle était le premier universel et qu'elle devait être la finalité de toute action politique véritablement. Eh bien, cela doit se passer dans l'horizontalité, dans la latéralité. Et donc, un universel latéral, c'est cet universel que dans des négociations difficiles, dans des traductions qui rencontrent toujours de l'intraduisible, nous devons élaborer ensemble. Et pour cela, j'ai trouvé que je les ai placés au centre de mon travail, de ce livre, deux citations importantes. L'une de Alioune Diop, fondateur de la revue et de la maison d'édition Présence africaine, qui disait en 1959, dans un congrès très important des artistes... Deuxième congrès des artistes et écrivains noirs à Rome. Voilà, à Rome. Il avait mis pratiquement en épigraphe cette phrase « décoloniser pour universaliser », en disant « il est important que tous soient présents dans l'œuvre créatrice d'humanité ». Ça m'a semblé lumineux. Si j'ai bien lu, disait même désoccidentaliser. Désoccidentaliser. Pas seulement décoloniser, voilà. Désoccidentaliser, c'est-à-dire se libérer de cette idée d'un Occident référent de l'universel pour arriver à trouver un chemin de l'universel. Et c'était le chemin de l'universel. Et il utilise le verbe universaliser, c'est-à-dire c'est une action. L'universel devient une pratique d'universalisation et une pratique commune d'universalisation. Et ça, ceci était très important pour au moins deux raisons. D'abord, montrer que la décolonisation n'est pas une sorte de victoire des particularismes. Non, que ceux qui décolonisaient le faisaient au nom d'un véritable universel. Un universel qui serait l'affaire de tous et où tous seraient présents. Il y a une citation quasi identique de Senghor qui dit qu'il est important aussi que cette fois, dit Senghor, tous soient présents. Que ce soit l'élaboration, une civilisation de l'universel qui serait l'élaboration de tous, et il importe, disait Senghor, que cette fois tous soient présents. Être tous présents ensemble. Dans ce travail d'universalisation, me semblait être la meilleure manière de réaliser ce latéralisme de l'universel dont parlait Maurice Merleau-Ponty. Oui. Toute votre œuvre déplie ça très bien et de manière très, comme l'enseignant que vous êtes, très pédagogique. C'est au fond le refus de la tribu, le refus de l'essentialisation, de l'assignation à résidence. L'émancipation, c'est le déplacement, c'est le mouvement vers l'autre. Je change échangeant avec l'autre sans me perdre pourtant ni me dénaturer. C'est d'Édouard Glissant que vous connaissez et que nous partageons. C'est le refus des centrismes. Et en même temps, nous partageons cela, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer cette échappée avec vous, comme une lueur d'espérance. Mais il faut qu'on admette que ce n'est pas nous qui sommes tendance là, même s'il y a des forces vives dans les pays et dans les jeunesses du monde. Du côté des États,
Et j'allais dire des deux côtés. Oui. Il y a la logique de puissance, la logique nous sommes le jardin civilisé contre la jungle barbare, la guerre génocidaire à Gaza, la barbarisation de l'autre, Oui. un processus colonial au bout du bout. Il y a, disait Aimé Césaire, c'était publié chez Présence africaine dans le discours sur le colonialisme, il y a Hitler quand vous commencez à barbariser l'autre. Donc nous avons ça d'un côté. Et puis de l'autre, nous avons dans le ressentiment que cela crée, et vous le dites en refusant tout afrocentrisme, vous l'expliquez comme ça, l'idée que, et ça plaît beaucoup à Monsieur Poutine, ça, au fond, chacun chez soi, Mais oui. tout se vaut à condition qu'il n'y ait qu'une logique, la logique de mon État, de ma nation, de mon peuple, au fond, la loi du plus fort. Comment on en sort, à part nos belles paroles? Comment on en sort? Eh bien, je crois que Comment on s'échappe? il faut chercher l'échappée. Ben voilà, vous avez raison, il faut chercher l'échappée et reconnaître déjà qu'en effet, nos paroles semblent simplement de belles paroles parce que il est très facile de trouver tous les contre-exemples que l'on peut citer aujourd'hui. Notre monde nous en offre à foison, des contre-exemples qui sembleraient indiquer que le monde n'est pas celui dont nous parlons ou celui que nous espérons et que celui d'Aimé Césaire, de Senghor, ce n'est pas celui-là. Mais oui, que quand Césaire dit qu'il va employer une expression tout à fait galvaudée, mais à laquelle il faut tenir l'humanisme universel, aujourd'hui, si on répète cela, on peut s'attendre à du ricanement. Or, la question à poser, pour bien comprendre pourquoi il y a cette échappée-là, c'est quelle est l'alternative? Une fois qu'on a commencé à énumérer toutes les raisons qu'il y a de désespérer, toutes les atrocités dont on se serait attendu à ce qu'elles aient disparu de notre monde, que l'on puisse maintenant mener une guerre en affamant des enfants et en les assoiffant, ça pouvait nous sembler inimaginable, ça se passe. Au nom de la civilisation et de l'Occident. Ce qui est quand même, il y a plein de barbarie dans le monde. Mais là, tout d'un coup, à nouveau, aux yeux de tout le monde. Et que tout cela aussi est commencé par une barbarie. Cet octobre, c'est une barbarie, nous en sommes d'accord également. Eh bien, tout cela peut être énuméré, ou ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, on a le sentiment qu'en effet, la loi du plus fort est en train de gagner. Si on regarde les choses concrètement. Plus de droit universel, plus de droit international. Bon. Mais, est-ce que l'on va dire, il en est ainsi, l'homme est un loup pour l'homme, et donc, afficher un scepticisme qui va se terminer en cynisme. Et c'est effectivement le cynique qui va ricaner lorsque l'on va dire, comme l'a dit Jaurès en son temps, ou comme l'a dit Théard de Chardin, et les deux d'ailleurs, à des époques de guerre. Jaurès écrit cela au moment où la guerre se profile. Théard de Chardin parle... 45, c'est en 45, le texte de Théard de Chardin, son texte est en 45, et tous reconnaissent que nous sommes dans des moments extrêmement sombres où l'humanité est en lambeaux. C'est une fragmentation. Et Jaurès dit, le but, c'est l'humanité. Notre but, c'est le titre de son éditorial pour le journal qu'il venait de créer, c'est l'humanité. Et donc, s'assigner ce but-là et dire que ce but est non pas un rêve pieux ou une manière d'essayer d'enfoncer la tête dans le sable et de faire comme si le monde était plus rose que ce qu'il est, mais c'est un appel à l'action. C'est un appel à l'action. Et une action qui va signifier combattre tout ce qui empêche cette humanité de se constituer, c'est-à-dire les inégalités au sein des nations, les inégalités entre les nations. Senghor, quand il appelait à la civilisation de l'universel, disait en même temps qu'il y a une ligne d'injustice profonde qui est l'injustice entre le Nord et le Sud. Et il ajoutait, cette injustice n'est pas seulement économique, elle est d'abord et fondamentalement basée, disait-il, sur le mépris culturel. Voilà donc quelqu'un qui n'est pas naïf, mais qui en même temps pense qu'en effet, l'idée d'une aspiration à l'humanité est une idée réelle. Et que cette aspiration à l'humanité, ultimement, est le fondement de notre action. Et quand Jaurès disait que c'était cela, le socialisme, il y avait cette idée, cette notion d'un humanisme et d'un spiritualisme même au fondement
du socialisme, et il faut pouvoir retrouver cela. Cela est de l'ordre du possible. Nous avons évoqué tout à l'heure l'idée qu'il y avait un autre monde qui était possible. Agir en fonction de cet autre monde et pour le faire advenir, c'est ce que nous demande ce monde fragmenté et ce monde plein d'atrocités qui est le nôtre. Sinon, l'alternative, c'est le cynisme total et baisser les bras. Alors, spiritualisme, vous avez prononcé le mot, ça fait la transition. Derrière toute votre pensée, il y a non pas un arrière-plan, mais quelque chose qui est totalement assumé, qui est votre croyance, votre foi, la façon de philosopher en islam. Vous êtes un disciple d'un islam soufi, comme on dit, qui est d'inspiration marocaine, mais que vous avez, avec lequel vous avez grandi, qui était celui de votre famille, de votre père, qui est Tidjaniya. Oui. Voilà, vous allez nous expliquer justement comment vous avez, à partir de cette foi qui est au fond une pratique philosophique, une pratique de vie, fait un chemin qui a amené et beaucoup d'intellectuels européens devraient vous lire de ce point de vue, à découvrir les grands philosophes en islam, qui ont été des grands lecteurs de philosophes totalement athées, enfin qui croyaient à plusieurs dieux, les philosophes grecs, les philosophes de l'Antiquité, par lesquels tout cela est passé, et puis jusqu'à quelqu'un sur lequel vous avez travaillé, Mohammed Iqbal, qui a été un grand philosophe indien et au cœur de ce qui a inspiré la création du Pakistan. Et toujours pour continuer, je vais vous laisser parler, il y a ce qui me frappe, c'est comment vous avez fait une sorte de panthéon syncrétique où vous dialoguez avec ce Iqbal, donc indien musulman, avec Henri Bergson, juif français, philosophie au fond de l'élan vital, hein, de l'évolution créatrice, du mouvement, du déplacement, et Senghor, qui était par ailleurs chrétien, catholique, sénégalais. Alors voilà, c'est votre syncrétisme dont le cœur, et parlez-nous de cet islam par rapport à la diabolisation qui est faite couramment ici même de l'islam, hélas, dans notre pays. Oui, alors justement, c'est cette diabolisation, au fond, qui a commencé, disons, dans les années 80, qui est à l'origine de ce fait que l'islam et la réflexion sur l'islam est devenue une partie de mon travail. Avant, c'était naturel. Vous n'avez pas besoin de le proclamer. Oui, mais non seulement c'était naturel, mais c'était, disons, d'une certaine façon, simplement ma vie privée. Le fait que je sois musulman, soufi, élevé par un père qui croyait en un modernisme islamique et qui lui-même a été lecteur de Mohammed Iqbal dans ce sens-là. Je commence à enseigner à l'université de Dakar dans les années 80, en sortant de l'école normale. Et les années 80, ce sont les années qui ont succédé à la révolution iranienne, 79. 70. Et donc, l'islam, au fond, est venu me chercher dans mes travaux qui, autrement, étaient des travaux très spécialisés. J'avais fait ma thèse sur l'algèbre de la logique et mes premières publications. Vous êtes mathématicien aussi. Voilà, et porté sur l'algèbre de Boole. Je crois que sans cette atmosphère où l'islam politique avait fait irruption dans le monde et dans nos consciences, je n'aurais jamais pensé écrire quoi que ce soit dans le sens de la religion. Et donc, là-dessus, nous décidons, dans mon département de philosophie à l'université de Dakar, de créer un enseignement de philosophie islamique. L'idée étant que nous n'avions pas le droit, département de philosophie dans un pays majoritairement musulman, d'oublier une tradition de réflexion, une tradition rationaliste, une tradition sceptique qui faisait partie également de l'islam et que nous avions le devoir d'enseigner cela à nos étudiants. Personne d'entre nous n'était véritablement spécialiste. J'avais la possibilité d'enseigner un tel cours beaucoup plus à partir de l'éducation que j'avais reçue, les discussions que j'avais eues avec mon père, la connaissance que je pouvais avoir de sa propre bibliothèque. Bibliothèque, j'y insiste parce que nous le racontez, votre père à la fois était ce musulman philosophe, qui par ailleurs était employé des postes. Voilà, c'était là son métier. Voilà, c'était son métier, et qui était une sorte de sage, pourrait-on dire, dans sa communauté. Et en même temps,
il lisait de sacrés mécréants, parce qu'il lisait Jean-Paul Sartre, il lisait Albert Camus, il lisait toute la philosophie existentialiste du moment. Mais voilà, effectivement, et il me faisait lire tous ces auteurs-là aussi. Eh bien, ceci m'a permis de tenir cette position qui avait été décidée par mes collègues et amis du département de philosophie de l'Université de Dakar. Et d'une certaine façon, je me suis cultivé dans ce champ-là, dans le champ de la tradition intellectuelle et spirituelle de l'islam, à partir de cet enseignement. Et j'ai commencé également à publier dans ce domaine-là. Voilà, en quelque sorte, comment ce qui jusque-là avait été ma vie privée à côté de mon travail philosophique plus technique en logique et en philosophie analytique est devenu aussi un aspect de ma réflexion, et je m'en suis bien porté finalement, parce qu'en effet, ceci m'a mené à la lecture de Mohamed Iqbal, très important auteur, qui a pensé véritablement une modernité islamique qui n'est pas l'imitation, l'adaptation à la modernité, mais simplement la possibilité pour l'islam de sortir de sa propre pétrification pour retrouver son principe de mouvement. L'idée, si vous voulez, qui est la sienne, est que la religion est une religion dynamique, elle est en mouvement. Et la religion dynamique, c'est personne. C'est là où vous faites dialoguer avec personne. L'élan vital travaille le monde. La cosmologie n'est pas une cosmologie statique, c'est une cosmologie émergente. La vie, c'est du nouveau permanent. Et donc, la parole religieuse elle-même doit être une parole vivante, en mesure d'épouser le mouvement de renouvellement permanent, l'élan vital qui définit le monde dans lequel nous vivons. Voilà une rencontre qui s'est tout naturellement organisée entre Bergson et Mohamed Iqbal. Senghor, qui est un penseur des cosmologies africaines, également est un penseur de la force de vivre, de la force vitale, qui est au cœur des cosmologies qu'il connaissait d'ailleurs personnellement pour avoir grandi dans cette atmosphère de la cosmologie sérère au Sénégal, et pour avoir également lu beaucoup les anthropologues sur ce sujet-là. Et donc Senghor disait d'ailleurs, et ce n'était pas une boutade pour lui, Bergson a retrouvé la voix des Africains. Il considérait que la notion d'évolution créatrice d'un monde qui est en émergence perpétuelle et où les êtres sont aussi des forces, que ce monde-là était le monde que Bergson avait tout naturellement lui aussi rencontré dans sa propre philosophie. Et donc voilà un triangle qui s'est organisé dans mon travail. Un triangle Bergson, Senghor, Iqbal, et en effet, il y a quelque chose d'important dans le fait que ce penseur, ce philosophe français juif, attiré par le catholicisme, mais qui s'est arrêté au bord de la conversion, qui ne s'est pas converti, parce que, disait-il, on était en pleine Seconde Guerre mondiale et occupation de la France, il voulait demeurer avec ceux qui demain seraient persécutés. Et puis, donc la conversation qu'il a entretenue avec Iqbal, ils se sont rencontrés d'ailleurs physiquement avec Iqbal, la manière dont leurs pensées sont en relation, en connivence même, sur la notion d'une évolution créatrice, sur l'importance de l'individu, la constitution de l'individualité, le fait que la vie va vers la constitution d'une individualité de plus en plus forte. Et puis Senghor, également catholique, lui aussi, influencé par Bergson. On en revient à cette idée qu'il n'y a pas d'identité à racine unique, qu'il n'y a d'identité que de mouvement, que de relations, que d'échanges. Je vous cite, vous parlez de combattre la conception carcérale de la tradition, et la vraie fidélité est dans un mouvement continu pour sortir de la répétition et de l'imitation des pairs. Mais oui. La vraie fidélité. Et vous dites ça à vos propres co-religionnaires. Mais oui, et je leur rappelle que justement l'islam est une religion de la sortie de la religion des pères. Ceci est répété à plusieurs reprises dans le Coran. Ouais, vous citez y compris le prophète. Mais oui, où le prophète de l'islam et d'autres prophètes avant lui se voient opposés à ceux à qui il s'adresse, l'idée que vous voulez nous sortir de la religion de nos pères en apportant quelque chose. Et
D'ailleurs, Iqbal dit les choses de manière très très belle dans un vers, parce qu'il était poète avant tout. Et il dit si l'imitation était chose bonne, le prophète aussi aurait suivi la religion des pères. L'idée que les prophètes sont précisément des personnalités de la rupture, ceux qui comprennent, ceux qui puisent à nouveau dans l'élan de vie pour nous aider à penser le mouvement de création et pour nous aider à penser une parole vivante. Et pas dans le mouvement mortifère de régression et oui. d'enfermement sur soi-même. Et oui, et cela donne des religions de mort, c'est-à-dire des religions que la vie a quittées, que le mouvement de la vie a quittées, et qui deviennent facilement des religions qui portent la mort, qui donnent la mort, et dont les croyants, dont les fanatiques se donnent facilement la mort et la donnent aux autres. Alors dans ce décentrement que vous défendez, au fond ce déplacement, vous avez fait ce petit livre de dialogue avec Françoise Blum autour de ce mot que nous a légué l'Afrique du Sud, Desmond Tutu et Nelson Mandela, Ubuntu. Alors, intraduisible, mais si on cherche une traduction en français, on dit « le fait d'être une personne parmi d'autres personnes, je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes ». En fait, c'est l'idée que nous ne sommes non seulement pas seuls au monde, mais que nous nous trouvons nous-mêmes qu'en allant vers l'autre, et que l'autre est aussi en nous. Oui. Et d'abord, à propos de ce petit livre, effectivement, d'entretien. Il est petit par taille, hein, il n'est oui, pas. Non, mais je sais bien. Non, mais il est dans le format de c'est ce que j'ai bien. De cette collection du CNRS. Collection du CNRS, de l'HES. De l'HES, oui. Et lorsque cela m'a été proposé, tout naturellement, je me suis tourné vers mon amie Françoise Blum, qui est une amie de vieille date, vous l'avez indiqué tout à l'heure, et qui est l'historienne des mouvements sociaux, des mouvements révolutionnaires, en particulier du socialisme africain. Et donc, notre conversation a porté sur, évidemment, des aspects de ma trajectoire qu'elle connaît bien, mon travail qu'elle connaît également très bien, et l'importance que ce mot Ubuntu, ce mot des langues bantou, Ubuntu, a prise dans ma réflexion, a été au centre, évidemment, des questions qu'elle m'a posées, et c'est devenu le titre de ce texte d'entretien. Pourquoi est-ce que Ubuntu est important? Desmond Tutu surtout, et Nelson Mandela aussi, les deux ont compris que la sortie de l'apartheid aurait pu être quelque chose de tout à fait sanglant, être un cycle de vengeance où les opprimés d'hier se révolteraient et chercheraient à prendre leur revanche. Autrement dit, on resterait dans un cycle qui était la reconduction de la logique de l'apartheid même. L'idée, au fondement de l'apartheid, que les cultures humaines ne peuvent pas se mélanger. Comme toute société de créolisation, évidemment. Et donc, ils sont allés chercher ce mot qui n'était qu'un mot. Il faut insister là-dessus. C'est un mot banal, comme on en trouve dans toutes les langues. Un mot qui a des sens multiples, qui signifie humanité. Qui sert à complimenter quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui est généreux, qui est bienveillant. On dit, il a de l'Ubuntu. C'est ce que dit Desmond Tutu, un exemple qu'il donne. Donc, d'une banalité totale. Mais en même temps, qui pouvait être travaillé, construit, reconstruit philosophiquement pour devenir un concept philosophique, c'est-à-dire avoir une efficacité et permettre avoir une fonction dans la société, une fonction de reconstruction de la société. Et ils ont trouvé que ce mot était ce qui permettait de sortir de la logique de l'apartheid pour aller vers la logique de ce que j'ai appelé tout à l'heure dans la conversation que nous avons, une politique d'humanité. Et dans le cas d'espèce, ça devenait comment construire une Afrique du Sud qui soit une nation arc-en-ciel, qui soit à la fois une nation plurielle, puisqu'il en est ainsi, mais en même temps qui soit véritablement une nation, c'est-à-dire une communauté. Faire communauté, faire humanité ensemble. Pour mettre fin à un système qui avait été un système de déshumanisation de l'autre, construisons une humanité ensemble. Et le mot Ubuntu s'imposait tout naturellement, parce que ce mot indiquait aussi deux choses très importantes. D'une part, que être humain, c'est un mouvement d'humanisation. Pour paraphraser une phrase célèbre, on ne naît pas humain, on le devient. Et deuxièmement, que cette humanité, on l'a réalisée dans la réciprocité.
Comme vous l'avez dit, je suis humain parce que toi-même tu l'es, et donc dans cette situation de réciprocité, nous créons ensemble notre humanité. Eh bien, c'est ce qu'il fallait pour sortir de l'apartheid, pour donner réalité à la décision qui avait été prise déjà dans la charte établie à la fin des années 50 pour dire ce que devait être une Afrique du Sud post-apartheid. Eh bien, il me semble que ceci va dans la même direction que ce que dit Jaurès lorsqu'il dit aller vers l'humanité par des moyens d'humanité. L'idée, donc, que vers cet universel-là, qui est l'universel humain, nous devons aller ensemble. Et avec une idée supplémentaire dans ce saut de conscience que font ces dirigeants de l'ANC, qui est d'ailleurs mis en scène de manière hollywoodienne dans le film sur le mondial de rugby, là, oui. Invictus, où on voit, on dit que ces gardes du corps peuvent être afrikaners, et avec les anciens militants de l'ANC. C'est cette idée que quand on est du côté de l'égalité des droits, de l'émancipation, de cette élévation, de cet horizon d'humanité, eh bien, on ne se libère pas soi seul. Oui. On a la charge aussi de libérer l'oppresseur. Exactement. De libérer celui qui est enfermé dans l'oppression dont il profite. Exactement. Et c'est en cela que c'est un mot de réconciliation. Non pas qu'il s'agisse de chanter ensemble la bienveillance universelle. Naïvement, oui. Naïvement. Mais justement dire, il y a là un enfermement qui est un enfermement de tous les deux. Et que nous avons tous ensemble à nous libérer de l'apartheid. Et ça, c'est ce qui était effectivement le message porté. Vous l'avez dit, il y a un exemple d'ailleurs frappant, un exemple individuel assez émouvant. L'amitié qui s'est développée entre Nelson Mandela et son geôlier. Oui. Le geôlier était le symbole même effectivement, de l'autre, du blanc qui surveillait donc le prisonnier noir qui était là présent lorsqu'il recevait Winnie Mandela. Il y avait 1000 occasions de l'humilier dans des situations comme celle-là. Et cet homme a développé avec Mandela une amitié qui a été extraordinaire et et jusqu'à la fin de sa vie, Mandela a toujours tenu à ce que son ancien geôlier soit à côté de lui Et voilà ce que cela pouvait signifier, se libérer tous les deux d'un système qui nous opprime au fond. Et qui fait croire à une maîtrise là où il n'y a finalement qu'enfermement dans une logique suicidaire. Une logique suicidaire. Préfaçant Ubuntu, Barbara Cassin, collègue philosophe qui est à l'Académie française, parle de vous en disant que vous avez le sens de la mesure. En même temps, comment, face aux forces contraires qui sont là devant nous, force de la puissance, force de l'illimitisme, puisque tout s'accumule entre l'extractivisme au niveau des énergies fossiles, entre l'abus sur les corps, les violences sexistes et sexuelles, entre la détestation des minorités, l'homophobie, les minorités de genre, les minorités... Tout ça est autour de nous. Comment, tout en étant mesuré, tout en ayant la tranquillité de cet horizon d'humanité, ne pas échapper à la nécessité d'une radicalité? Comment il faut bien soulever cette chape de plomb? Oui, il faut la soulever. Vous êtes issu de ce combat des indépendances aussi, les références qui sont là, mais oui, le disent. Absolument, absolument. Il faut se rendre compte qu'il y a en effet que le monde il y a toutes ces politiques d'inimitié, pour citer l'ouvrage d'Achille Mbembe qui porte ce titre-là. Et contre ces politiques, il faut en effet d'abord se révolter. On a toujours raison de se révolter, disait Mao Tse-tung, et il faut s'indigner. Indignez-vous, disait également Stéphane Hessel. Et donc, ces mots d'ordre-là, il faut les avoir, et donc c'est l'affirmation d'un refus absolu d'un monde qui serait celui-là, le monde où les politiques d'inimitié qui nous fragmentent, qui nous divisent dans les directions que vous avez indiquées existent. Maintenant, il est important aussi de mener ce combat, et c'est en cela que le propos de Jaurès m'intéressait, par des moyens d'humanité. Ce que Barbara appelle mon équanimité, etc., c'est l'idée qu'il faut toujours veiller à ce que les moyens ressemblent
à la fin. La fin ne justifie pas les moyens. Voilà. Ce sont les moyens qui déterminent. Exactement, exactement. Et ces moyens, donc, doivent ressembler à la fin qui est poursuivie. Et c'est en cela que, me semble-t-il, ce combat doit être mené avec à la fois la fermeté nécessaire, mais avec également cette équanimité et cette manière de penser que la bienveillance pour agir. Et c'est, encore une fois, pour revenir à l'exemple de Nelson Mandela, que je médite souvent, son passage de la lutte armée, donc par tous les moyens nécessaires, à son grandisme, cette espèce de non-violence qui a été la sienne et qui a été victorieuse au bout du compte. Lequel Gandhi a aussi grandi professionnellement à un moment en Afrique du Sud. Oui. Hein, l'Europe qui aujourd'hui se barricade oublie tous ces déplacements et tout ce dont nous venons de parler. Les moyens d'humanité, et ce sera peut-être ma dernière question, au fond, font penser que s'il s'agit de trouver un horizon d'espérance dans nos inquiétudes, au fond, c'est l'idée que le monde que nous combattons, c'est un monde qui ne s'empêche de rien. Oui. Qui, lui, ne s'empêche de rien. Non. Qui n'a pas de précaution. Non, non. Et c'est la brutalité de ce à quoi on s'oppose est extraordinaire. On a l'impression qu'en effet, il n'y a aucun frein. Quand, par exemple, des forces de la droite la plus extrême bousculent la démocratie, elles essayent de voir en quoi cela leur résiste pour contourner la démocratie. Et donc on ne s'interdit rien. On le voit avec alors, Trump est la personnification même de celui qui ne s'interdit rien et qui essaye de voir comment faire en sorte de jouer sa propre partition, y compris contre la Constitution américaine s'il le faut. Mais il est vrai qu'en effet, ceux qui sont plutôt du côté qu'on va appeler de la gauche, pour parler vite, à la différence de ce brutalisme que l'on voit dans la droite, ont tendance à, en effet, essayer de voir les deux côtés des choses et être plus circonspect dans les moyens à employer. Mais c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur de ne pas faire du brutalisme une politique. J'avais dit que c'était ma dernière question, mais en vous écoutant, je vous relance parce que, bien sûr, que vous dites c'est tout à leur honneur à l'image de votre propos. Mais est-ce qu'on ne peut pas regarder l'échec de la gauche démocrate américaine sur le fait qu'elle n'a pas été dans la précaution concernant Gaza, concernant le soutien à un pouvoir d'extrême droite, potentiellement génocidaire, crime contre l'humanité, tout ça est sous nos yeux. Vraiment une entreprise de destruction de la Palestine, l'armement, le double standard, tous les peuples du monde voient ça. Je pense à ça en voyant que Kamala Harris, lors de la convention démocrate, avait eu cette phrase après son discours de conclusion qui était plutôt précautionneux, justement. Mais il y a eu un moment qui, pour moi, faisait couac. Elle disait « We are the greatest nation on earth ». Nous sommes la plus grande nation sur la Terre, ce qui n'est vrai ni démographiquement ni géographiquement. Comment, avec un tel imaginaire de puissance militaire, financière, monétaire, etc., comment combattre l'imaginaire du MAGA, Make America Great Again? Est-ce que, au fond, les gauches, vous avez beaucoup cité Jaurès, est-ce que les gauches responsables, réformistes, social-démocrates, ne sont pas comptables du fait qu'elles ont épousé ces logiques de puissance, qu'elles ont laissé la place à ces logiques de puissance? Ben oui, elles ont laissé la place, elles ont même emprunté le langage. Et c'est ce qui est au fond impardonnable. Lorsque nous avons commencé notre conversation parce que nous sommes accueillis en ce lieu magnifique sur l'immigration. On prend le discours de l'immigration aujourd'hui, on a l'impression qu'il est partagé aussi par la gauche, qui trouve plus expédient peut-être d'essayer de concurrencer la droite sur son terrain en croyant que c'est un propos gagnant,
que de transformer les immigrés en boucs émissaires. De la même manière, en effet, Kamala Harris a été très précautionneuse sur sa condamnation des atrocités à Gaza. Vous avez raison. Elle dit en effet, et Joe Biden a dit la même chose, que le nombre de victimes et des victimes souvent parmi les plus vulnérables, les enfants, était insoutenable. Mais il a dit des choses d'une manière très précautionneuse également, en marchant sur des œufs. On peut comprendre qu'on ne prenne pas qu'on soit, quand on est américain, qu'on a cette tradition d'une relation très spéciale avec Israël et qu'on a également en vue l'histoire de la constitution d'Israël, qu'on hésite en effet à vous l'avez dit, l'origine ne protège de rien, seul le présent fait preuve. Mais oui, et là, cela vaut pour tout le monde. Affirmer clairement que la puissance américaine, justement cette puissance dont on se gargarise, doit être mise au service du droit. Et faire en sorte que cette situation trouve enfin la solution dont tout le monde s'accorde à penser qu'elle est celle qui s'impose aujourd'hui. Faire en sorte que deux États puissent enfin coexister, que l'on ne soit pas condamné à une logique à une rhétorique tribale où on a l'impression que c'est ou c'est toi ou c'est moi. Que les deux États puissent vivre côte à côte et peut-être éventuellement dans le futur, au fond, parce que c'est une terre toute petite, avoir une forme de citoyenneté commune, faire humanité ensemble, faire Ubuntu. Ceci doit être la solution vers laquelle la communauté internationale doit s'orienter. Et l'Amérique, si elle a la puissance qu'elle dit, doit pouvoir aller conduire dans cette direction-là, parce que par la force des choses, elle est véritablement la puissance qui est en mesure d'imposer une solution comme celle-là. Je ne suis pas sûr qu'on se soit rapproché d'une solution de cette nature avec la dernière élection. C'est de l'understatement, comme on dit en anglais. mais en tout cas, disons que la prochaine étape, c'est la France comme enjeu. Donc tout ce qu'on vient de se dire, il faudrait que les politiques que l'on devrait enfermer dans cette cité de l'immigration pour qu'ils voient l'exposition. Et c'est raison que cette phrase que j'ai découverte dans l'exposition, cet éditorial du journal Le Temps, qui date, je crois, de 1886, disant « Nous ne sommes pas une race, nous sommes une nation », avec tout fait de tous ces allusions, et donc qui est un hymne à l'immigration, l'affirmation que l'immigration, oui, est une chance, et une chance partout. D'abord, les humains ont le droit de circuler sur une terre qui est une terre pour nous tous. La terre n'est qu'un seul pays, disent les Bahaïs, et tous les hommes en sont les citoyens. Voilà une phrase qui est effectivement utopique, mais il nous appartient de faire des utopies, des moteurs d'action et de les réaliser. Que vous avez découvert avec un de vos condisciples pensionnaires à Louis le Grand. Mais voilà. Mais ça, il faut que vous lisiez tous ces livres, donc Ubuntu, le fagot de la mémoire universalisé, et comment philosopher en islam, je les montre, et de langue à langue, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que vous travaillez même avec une sorte de dictionnaire sur tout ce qu'on a en commun, d'intraduisible dans tous les monothéismes, mais ce sera pour une autre fois. En tout cas, avec plaisir. Voilà, il y a un horizon de résistance, de lutte, d'imaginaire, d'espoir. Merci Souleymane Bachirlian. Merci beaucoup. Merci pour cette échappée. Merci infiniment.